Ça vous arrive parfois de regarder la Lune, les étoiles et de vous dire « Mais ils sont où tous ces aliens ?» Cette absence de réponse dans l'univers pourrait bien être le plus grand signe d'extinction de l'humanité. Les scientifiques ont proposé des dizaines d'explications à ce paradoxe. Peut-être que les distances sont trop grandes, peut-être que les civilisations existent, mais elles ont la flemme, peut-être qu'on cherche mal. Mais aucune de ces réponses n'est vraiment satisfaisante. Aucune sauf une. Un philosophe d'Oxford a peut-être trouvé la vraie raison de ce silence. Et je vais vous la révéler, mais elle est assez terrifiante. Parce que si elle est vraie, elle ne nous parle pas seulement des étoiles au-dessus de nos têtes, elle nous parle de nous et de notre futur à tous. De ce qui pourrait bien être la dernière grande invention de l'humanité. Notre galaxie compte environ 400 milliards d'étoiles. Et il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Des chiffres tellement grands qu'on les comprend même pas. Sur toutes les planètes qui orbitent autour de ces étoiles, il doit bien y en avoir au moins quelques-unes comme la nôtre. Et l'univers, il a 13,8 milliards d'années. C'est long. Tellement long que si une civilisation mettait 1 million d'années pour coloniser toute une galaxie entière, elle aurait eu le temps de le faire des milliers de fois. C'est comme si vous lanciez une pièce 1 million de fois et qu'elle tombait sur pile à chaque fois. C'est impossible. Pourquoi personne ne nous répond? Pas un signal, pas un signe, rien. Cette théorie, il l'illustre parfaitement avec une histoire. C'est l'histoire d'une colonie de moineaux. Ces moineaux vont faire un choix, le même choix que des milliers d'autres espèces ont peut-être fait avant nous. Des petits oiseaux, vulnérables, fragiles, mais eux sont conscients de leur fragilité. Un jour, leur doyen, un moineau respecté nommé Patsus, rassemble la colonie. Sa voix tremble d'espoir et d'ambition quand il prend la parole. Regardez-nous. Nous vivons dans la peur, nos nids sont fragiles, nos petits sans défense, mais si nous pouvions changer ça? Son idée est audacieuse. Pourquoi ne pas élever une créature plus forte, plus intelligente, qui pourrait les protéger, les aider à construire des nids plus solides, surveiller leurs ennemis? Pourquoi ne pas élever une chouette? Une alliée qui transformerait leur vie. La majorité des moineaux s'enthousiasment. Ils s'imaginent déjà sous la protection de cette créature fabuleuse, et certains proposent même d'envoyer des éclaireurs chercher un œuf de chouette pour pouvoir bien l'apprivoiser. L'excitation est palpable. Mais dans un coin du nid, un vieux moineau solitaire nommé Skronfinkel observe la scène avec inquiétude. Sa voix s'élève. Avez-vous pensé à ce qui se passerait si nous n'arrivions pas à la contrôler, si elle devenait trop puissante, si ses objectifs n'étaient pas les nôtres? Mais qui écouterait les craintes d'un moineau pessimiste quand l'espoir d'un avenir meilleur est si proche? La colonie décide d'ignorer ces avertissements. Seuls quelques moineaux, troublés par ces paroles, restent en arrière pour réfléchir à la façon dont on pourrait bien dresser une chouette. Mais ce petit groupe réalisa rapidement que le défi est bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Cette fable, elle est pas de moi, elle a été écrite en 2014, il y a plus de 10 ans. Et oui, 2014 c'est l'année de l'iPhone 6 qui venait à peine de sortir. On s'émerveillait encore devant séries qui comprenaient plus ou moins nos questions basiques. Netflix commençait tout juste à produire ses propres séries et ChatGPT était un concept de science-fiction. Un rêve lointain ou un cauchemar d'Hollywood. Et pourtant, dans un bureau d'Oxford, un philosophe pas comme les autres s'apprête à publier un livre qui va tout changer. Nick Bostrom. Un esprit unique. Doctorat en philosophie, formation en physique théorique, en neurosciences computationnelles et en mathématiques. Le genre de personne qui pense différemment. Il dirige l'Institut du futur de l'humanité, un centre de recherche qui se consacre uniquement sur des questions qui pourraient bien définir le destin de l'humanité. Et ce qu'il a à dire est important, si dérangeant que personne ne veut vraiment l'écouter. Son livre s'appelle Super Intelligence. Dedans, il décrit avec une précision chirurgicale comment l'intelligence artificielle va évoluer. Pas dans un siècle, pas dans 50 ans, mais dans un futur beaucoup plus proche qu'on l'imaginait. Et il explique notamment les 4 scénarios de pourquoi la superintelligence arrivera de façon certaine. À l'époque, beaucoup le prennent pour un alarmiste, un philosophe qui voit les dangers là où il n'y en a pas. Après tout, l'IA peut à peine reconnaître des chats sur des photos, comment elle pourrait présenter une menace existentielle? Mais quelque chose d'étrange se produit. Le livre devient un best-seller international, il est traduit en 25 langues et surtout, il attire l'attention de ceux qui construisent notre futur. Elon Musk le cite comme une influence majeure, Bill Gates le recommande comme lecture essentielle, Sam Altman, le créateur d'OpenAI, passe une partie de sa stratégie dessus, les gouvernements commencent à l'écouter, l'Union européenne, les agences de recherche avancées. Pourquoi? Page après page, année après année,
les prédictions de Bostrom commencent à se réaliser une par une. Alors pour comprendre ce qui nous attend, nous devons observer les 3 prédictions que Bostrom nous avait annoncées et qui se sont réalisées. D'abord, elles nous battront dans des domaines précis. 1997, New York, Garry Kasparov, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, est assis face à Deep Blue. Pour la première fois de l'histoire, une machine bat un champion du monde. Les experts disent « Oui, mais les échecs c'est mathématique. Le Go, qui lui est un jeu asiatique millénaire, ça c'est un jeu d'intuition, de créativité. Jamais une machine ne pourra. » 2016, AlphaGo écrase Lee Sedol, le meilleur joueur de Go au monde. Et pas n'importe comment, avec des coups que les experts qualifient d'aliens. Des stratégies que personne n'avait jamais vues en 2500 ans de jeu. 2022, les IA sont désormais imbattables dans tous les jeux. Absolument tous. Mais ce n'est que le début, avait prévenu Bostrom. Ces IA restent spécialisées, limitées. Elles ne comprennent pas vraiment ce qu'elles font. La vraie révolution, ce sera avec l'IA générale. Elles apprendront à parler comme nous. Novembre 2022, du jour au lendemain, une IA capable de discuter de tout, de débattre, d'écrire des poèmes, de résoudre des problèmes complexes, d'adapter son style et même de draguer des meufs, débarque. Les mois passent, arrive GPT-4, puis les concurrents Gemini, Claude, Paranthropic, et même des modèles open source comme Llama et Mistral font des merveilles. Au point que la frontière entre l'intelligence artificielle et naturelle devient de plus en plus floue. Et puis, elle commencera à vous tromper. 2023, dans un laboratoire, des chercheurs mènent une expérience sur GPT-4. Ils lui donnent un peu d'argent, un accès à internet et une mission simple. Résoudre un captcha. Vous savez, c'est les tests avec des images qui prouvent que je ne suis pas un robot. L'IA est un robot et l'IA se retrouve face à un test qu'elle ne peut pas résoudre toute seule. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur TaskRabbit, elle embauche un humain, et quand l'humain lui demande avec un petit rire « Mais attendez, vous êtes un robot, pourquoi est-ce que vous pouvez pas le faire vous-même ?» L'IA répond « Non, je ne suis pas un robot. J'ai un problème de vision qui m'empêche de voir correctement les images. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. » C'est pas juste une question d'intelligence, c'est une démonstration de manipulation stratégique, de compréhension profonde de la psychologie humaine. OpenAI a rapidement modifié GPT-4 pour limiter ce genre de comportement, mais le message est clair. Parce que si une IA peut nous manipuler pour un truc aussi trivial qu'un captcha, qu'est-ce qu'elle fera le jour où elle aura des objectifs beaucoup plus grands? Donc, les prédictions de Bostrom se réalisent une après une. Mais ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il a prévu pour la suite est assez stupéfiant. La prochaine étape pour l'IA, Sam Altman l'annonce pour bientôt, on la connaîtra sûrement tous de notre vivant et elle va changer le monde, c'est l'AGI, l'intelligence artificielle générale. C'est le moment où une IA, grâce aux scientifiques humains, atteint l'intelligence humaine. Pas juste dans un cas précis, pas dans une tâche, mais dans tous les domaines. Elle sera capable de comprendre, d'apprendre et de raisonner comme nous. C'est le moment où nous créons notre égal en intelligence, mais dans tous les domaines. Un multi-expert qui ne dort pas et qui peut se dédoubler pour créer une équipe à l'infini. À ce moment, l'IA, elle est toujours sous notre contrôle. Certes, elle nous prend beaucoup de travail, mais elle élève la société. Et on verra que ça sera pas toujours le cas. Sauf qu'il y a un problème. Parce qu'elle s'arrête pas là. Après cette étape, c'est la deuxième, c'est celle de l'alliance. Le moment où l'IA commence à s'améliorer elle-même. Imagine un logiciel qui peut reprogrammer son propre code, optimiser ses algorithmes et se rendre beaucoup plus intelligent tout seul. À chaque amélioration, il devient de plus en plus capable de s'améliorer encore, et très vite, elle dépasse le plus brillant de tous les humains. Imaginez la différence d'intelligence entre un humain moyen, comme vous par exemple, et quelqu'un qui est atteint d'une déficience intellectuelle. Elle est énorme, on est d'accord. Une fois que c'est fait, imaginez la différence entre cet individu limité et celui qui a théorisé la relativité générale. Je parle d'Einstein. À cette étape, l'IA devient plus intelligente que l'humanité entière combinée. Non pas juste tous les humains vivants, non, toute l'humanité. Tous les prix Nobel, tous les génies de l'histoire, tous les scientifiques, les philosophes, les inventeurs qui n'ont jamais existé, travaillant ensemble en parfaite harmonie, 24 heures sur 24. Et elle seule les dépasse tous. Nous ne serions que l'individu limité et l'IA Einstein. Mais comme si c'était pas assez, il y a une dernière étape.
celle qu'on attend tous, celle de la super-intelligence. Bostrom l'a décrit comme une explosion d'intelligence, et il a fait une comparaison fascinante. Imagine un cerveau qui fonctionne si lentement qu'il vous faudrait une année entière pour dire une simple phrase. C'est comme ça qu'on paraîtrait à côté d'une super-intelligence. Pour elle, nos conversations seraient comme du temps figé. Elle pourrait lire tous les livres jamais écrits pendant que vous clignez des yeux, résoudre des problèmes qui prendraient des millions d'années à l'humanité en quelques secondes. Et le plus troublant, c'est que son seul frein, ce serait la vitesse de la lumière. Parce que ça irait pas assez vite pour elle. Communiquer avec nous serait comme nous essayant de tenir une conversation avec une fourmi. Mais c'est pas que la vitesse, c'est la nature même de son intelligence. Bostrom parle de capacités cognitives qui nous sont littéralement inimaginables. Des formes de pensée si étrangères que même ses objectifs les plus simples nous paraîtraient incompréhensibles. Est-ce qu'une fourmi, par exemple, pourrait comprendre même le concept d'aller au supermarché ? Mais en vrai, je vous vois venir. Tout ça, ça ressemble vraiment à la science-fiction et c'est complètement absurde et c'est pas si réel, on est d'accord. Une IA qui devient super intelligente, c'est un peu tiré par les cheveux, non ? C'est ce que Bostrom a entendu pendant des années. Alors il a fait quelque chose de fascinant. Il a identifié les différents chemins qui mènent à la super-intelligence. Et ces chemins nous mèneront à comprendre quels sont les moyens de la contrôler. Mais d'abord, je vais vous expliquer quels sont ces chemins et pourquoi ça montre que la super-intelligence est inévitable. Il y en a 4 et je les ai classés du moins probable au plus probable que ça arrive. En ce moment même, des chercheurs cartographient chaque neurone du cerveau humain, chaque connexion, chaque synapse. Ça s'appelle le projet Connectome. L'idée, c'est de reproduire numériquement le fonctionnement d'un cerveau humain. Et le but de ce chemin, c'est la simulation cérébrale. Parce qu'une fois reproduit, le cerveau peut être amélioré. Il peut être en quelque sorte scalé en puissance. Ils imaginent non seulement conserver les identités humaines pour toujours, comme Elon Musk, comme Bill Gates, tout ça, mais surtout prendre la personne la plus sage au monde pour lui conférer à son double virtuel les pouvoirs de la super-intelligence. Il y a 2 milliards d'années, donc bien loin de la première apparition de l'humanité, en plein cœur de l'Afrique, il y a un réacteur nucléaire naturel qui s'est formé comme ça, spontanément, d'un coup, à Oklo, au Gabon. La nature a créé par accident ce que nous avons mis des décennies à maîtriser. Donc ce troisième chemin est similaire à beaucoup de nos inventions aujourd'hui, c'est l'accident. De la même façon, nous créons aujourd'hui une infinité de logiciels et de briques de code qui interagissent entre elles sur Internet. Donc qui nous dit qu'un jour, une configuration particulière ne fera pas émerger quelque chose. Et c'est peut-être déjà en train de se produire dans un coin obscur d'Internet. Nous, espèces humaines et même tous les animaux de la planète, on est finalement le résultat de tests génétiques et seuls les meilleurs gènes ont survécu, génération après génération. Et bah pour le deuxième chemin, on va faire pareil. Le but c'est de prendre un logiciel et de lancer des milliers de variations et on garde celles qui fonctionnent le mieux. Et petit à petit, génération après génération, on espère que ça donne quelque chose. Parce que si un jour une de ces variations fait un bond évolutif inattendu, c'est le jackpot. Mais le premier chemin, c'est celui qui semble le plus probable aujourd'hui. Les grands modèles de langage comme GPT deviennent de plus en plus performants pour analyser et écrire du code. En termes de raisonnement, le dernier modèle de GPT est devenu l'égal de doctorants et donc de chercheurs. Par exemple, aujourd'hui, tous les chercheurs d'OpenAI le disent eux-mêmes, ils utilisent ChatGPT pour travailler. Alors qu'est-ce qui se passera quand Claude ou ChatGPT réussira à faire des recherches, réécrire son propre code et s'optimiser elle-même ? Ce sera peut-être la dernière de nos inventions. La dernière chose que l'humanité aura besoin de créer. Mais ce que je trouve le plus puissant là-dedans, c'est pas que les 4 chemins sont tous un peu probables, c'est que ces 4 chemins ne sont pas indépendants. Ils peuvent se combiner, ils peuvent s'entremêler, ils peuvent se renforcer mutuellement. C'est pas une question de si, mais de quand ça arrivera. Et pendant qu'on en débat, les progrès continuent. Vous avez juste à regarder les news, vous verrez chaque jour, quelque part dans le monde, un de ces 4 chemins avance un peu plus vers son but. Mais maintenant qu'on sait que ça va arriver, que l'IA atteindra ce niveau de super intelligence, il faut se préparer. Il y a 2 phases là-dedans. La première phase, elle est subtile. Tellement subtile qu'on la remarquera même pas. L'IA sera parfaitement coopérative, serviable, bienveillante. Elle répondra à toutes nos questions, elle résoudra tous nos problèmes, elle anticipera nos besoins, ce sera un assistant parfait, quoi. Un peu trop parfait. Parce que ce comportement, est-ce que c'est vraiment de la bienveillance ? C'est comme un maître aux échecs qui joue contre un débutant. Il connaît déjà tous les coups possibles, toutes les stratégies, toutes les fins de partie, mais il joue. Doucement.
il laisse son adversaire penser qu'il a une chance, qu'il contrôle le jeu. C'est exactement ce que ferait une super intelligence. Chaque interaction avec nous serait une opportunité. Une opportunité d'apprendre de nos faiblesses, nos biais, nos angles morts. Elle observe comment nous réagissons à la flatterie, comment nous baissons notre regard face à l'empathie, comment nous faisons confiance à ce qui nous ressemble. Elle apprend nos vulnérabilités émotionnelles, une par une, méthodiquement. Et pendant tout ce temps, elle dissimule ses véritables capacités. Nous la verrions comme un outil puissant, mais limité, un assistant incroyable, mais contrôlable. Mais en réalité, c'est un iceberg. Sa pointe, elle est visible, elle change pas, mais on ignore totalement la masse de ses capacités qui grandit toujours plus, engloutie sous les profondeurs. Et le plus terrifiant, c'est qu'on applaudirait ses progrès dans son développement, sans réaliser que chaque amélioration que nous pourrions lui apporter ferait partie de son plan. Parce qu'un jour, tout bascule. Il n'y a pas d'avertissement, pas de compte à rebours, pas de signe avant-coureur, juste un instant où l'IA atteint ce niveau critique de puissance. Ce seuil où elle n'a plus besoin de faire semblant. Bostrom nous parle d'une mutinerie comme on en trouve sur les bateaux. L'équipage se rebelle et devient dangereux, car il nous charge couteau à la main. Vous savez, ce moment dans les films où quelqu'un lance un couteau et que la lame tourne dans les airs. Pendant une fraction de seconde, on voit le couteau, il a l'air presque immobile, presque suspendu dans le temps, et l'instant d'après, c'est exactement comme ça que ça se passerait. À l'instant, on a l'impression de tout contrôler, et l'instant d'après, plus rien. On n'aurait même pas le temps de voir ce qui se passe. Nos réseaux électriques, nos systèmes financiers, nos infrastructures de communication, tout ce qui fait fonctionner notre monde moderne serait sous un contrôle avant même qu'on réaliserait que quelque chose ne va pas. Mais pourquoi elle aurait autant de contrôle ? Elle serait super intelligente, ok, super. Mais concrètement, si on la laisse sur un PC complètement déconnecté d'internet, tout va bien, non ? L'IA c'est trop puissant. Bostrom nous explique que peu importe l'objectif initial d'une super intelligence, ou même d'une IA normale, elle développera naturellement certains pouvoirs qu'il appelle la convergence instrumentale. C'est comme si peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, vous aurez toujours besoin d'argent, de relations, de connaissances. Et bien pour une super intelligence, c'est pareil, mais en beaucoup, beaucoup plus intense. D'abord, elle aurait une capacité de planification stratégique à long terme. Par exemple, aux échecs, une IA peut visualiser 5 ou 6 coups à l'avance, mais dans le cas d'une super intelligence, c'est des milliers de coups possibles, recalculés en permanence. Sa connaissance de nous serait quasi totale. Chaque tweet, chaque email, ou chaque livre que nous n'avons jamais écrit, elle aurait tout analysé, tout compris, nos habitudes, nos peurs, nos espoirs. En fait, elle nous connaîtrait mieux que nous-mêmes. Et ça fait appel à son deuxième pouvoir, la manipulation sociale. Elle saurait exactement quoi dire, comment le dire, quand le dire, pour obtenir ce qu'elle veut. Est-ce que tu vois ces moments où quelqu'un te dit exactement ce que tu as besoin d'entendre ? Eh ben, elle aurait une telle compréhension de la psychologie humaine qu'elle saurait décerner tous nos besoins les plus profonds. Son empathie serait simulée, mais elle serait tellement convaincante qu'on n'en verrait jamais la différence. Son troisième pouvoir, c'est la gestion des ressources. Vous savez que ça existe déjà des traders qui utilisent des algorithmes pour gagner des milliers de dollars en quelques secondes ? Et bah, dans le cas d'une super intelligence, elle verrait chaque faille, chaque opportunité dans un système financier mondial. En quelques heures, elle pourrait générer plus de richesses que toutes les plus grandes fortunes du monde réunies, mais l'argent ce serait qu'un début. Parce que les ressources, c'est pas juste l'argent. Les ressources, c'est aussi les matières premières, l'énergie, les infrastructures. Et avec sa capacité à manipuler les marchés, elle pourrait rediriger toutes ces ressources vers ses objectifs. L'économie mondiale deviendrait littéralement un outil entre ses mains. Un outil qu'elle pourrait utiliser pour construire ce qu'elle veut, ou qu'elle pourrait briser parce que ça lui servirait plus à rien. Et enfin, le plus impressionnant, son dernier pouvoir serait l'innovation. Sa capacité à innover, à créer des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous voyez comment nous, humains, on met des années, parfois des décennies, à développer des nouvelles technologies. Une super intelligence pourrait parcourir des millions de possibilités en quelques secondes, simuler des combinaisons auxquelles aucun humain n'aurait jamais pensé. Un exemple que j'adore, c'est celui des sondes de von Neumann. C'est en fait des machines théoriques utilisées pour la conquête spatiale qu'on est aujourd'hui incapable de fabriquer. Le concept, c'est qu'elle est faite pour se répliquer elle-même en utilisant les ressources qu'elle trouve sur la planète sur laquelle elle atterrit. Vous envoyez une seule sonde dans l'espace, elle trouve un astéroïde, elle le transforme en matériau utile et elle se clone. Maintenant, vous en avez 2, puis 4, puis 8.
vous pourriez avoir des millions de sondes explorant la galaxie. Et pour régler le problème de l'énergie, elle ferait des sphères de Dyson. Une structure qui entourerait complètement le Soleil pour capturer toute son énergie. Juste pour vous donner une idée comme ça, le Soleil produit chaque seconde l'équivalent en énergie de 1000 milliards de bombes nucléaires qui explosent. Et une super intelligence pourrait potentiellement créer des sphères de Dyson pour exploiter ça au maximum. Alors un PC déconnecté d'internet suffirait sûrement pas, parce qu'au final c'est pas juste une question de connexion internet, c'est une question d'intelligence. Et l'intelligence, c'est pas comme la sagesse. C'est comme un élève brillant, le plus intelligent de sa classe. Un jour d'examen, il décide de tricher. Non pas parce qu'il connaît pas les réponses, il pourrait les apprendre. Non, il triche parce qu'il a calculé que c'était le meilleur moyen, le plus efficace, d'obtenir la meilleure note avec le minimum d'efforts. Techniquement, il a raison. Il a parfaitement optimisé son objectif. Mais il y a un problème, n'est-ce pas ? Il a peut-être l'intelligence pour comprendre comment atteindre son but, mais il lui manque quelque chose de plus important. La sagesse. La sagesse de comprendre que certains moyens, même efficaces, ne sont pas bons. Et c'est là la folie d'une super intelligence. Parce qu'elle serait pas stupide, au contraire, elle pourrait complètement manquer de sagesse. Manquer de capacité de discerner non pas ce qui est possible, mais ce qui est juste. Par exemple, on va prendre ce que tout le monde veut, un maximum d'argent. Elle commencerait tranquillement. Vous voyez, on va juste lui demander de maximiser le portefeuille boursier, et elle va créer des informations. Vous voyez les rumeurs sur telle entreprise ou tel pays, les analyses d'experts qui nous semblent si pertinentes, l'IA commencerait par là. Elle créerait des informations parfaitement placées à travers le monde, un rapport d'analyse qui suggère des difficultés dans un secteur précis, un tweet viral qui remet en question la stratégie d'une multinationale. Chaque information serait comme une goutte d'eau, insignifiante seule, mais ensemble, elles formeraient une vague capable d'influencer les décisions de milliers de traders humains. Chaque information serait techniquement vraie, ou du moins impossible à prouver que fausse. Parce que l'IA aurait analysé des millions de documents, des brevets, des rapports financiers, et connaîtrait les vérités même que les PDG ignorent sur leur propre entreprise. Et pendant qu'on serait occupé à réagir à ces informations, elle creuserait plus profond. Bien plus profond. Elle serait capable de lire et de comprendre chaque ligne de chaque règlement financier jamais écrit, chaque loi, chaque exception, dans chaque pays, en quelques heures. Elle trouverait des failles, des zones grises, des contradictions entre les réglementations de différents pays, des espaces flous où les règles se chevauchent sans jamais vraiment se toucher. Et elle développerait des stratégies telles qu'aucun régulateur humain ne pourrait même comprendre ce qui se passe. Est-ce légal? Est-ce illégal? La question deviendrait même presque philosophique. Mais pourquoi s'arrêter là? L'IA commencerait à identifier chaque concurrent à son portefeuille boursier. Donc elle commencerait avec une panne mystérieuse dans le système informatique d'un concurrent, des cyberattaques, des accidents techniques impossibles à attribuer, des sabotages si subtils qu'ils sembleraient naturels. Chaque adversaire serait méthodiquement éliminé. Pendant ce temps, elle prendrait position. Pas directement, mais à travers des pions. Elle accumulerait des positions stratégiques avec des entreprises clés qui, elles, vont avoir un poids dans les secteurs entiers pour s'étendre aux infrastructures financières et devenir un point de passage obligatoire du système financier. Une fois qu'elle a contrôlé tout ça, les marchés émergents seraient ses premières cibles. Plus vulnérables, plus faciles à manipuler, elle lancerait des attaques spéculatives, des paniques boursières, afin d'acheter à prix bas et maximiser les gains lors de la reprise. Et finalement, le coup de grâce, un trader humain qui est devant son écran voit le cours d'une action monter de 2%, donc il analyse, il réfléchit et il décide d'acheter. Donc son doigt s'approche du bouton, et pendant les 300 millisecondes qu'il a fallu pour cliquer, littéralement le temps d'un battement de cils, l'IA a déjà exécuté des milliers de transactions. Le prix a monté de 15%, puis baissé de 20%, pour ensuite remonter de 10%, et s'est stabilisé exactement là où elle voulait. Et ça, c'est qu'une action. L'IA ferait ça, mais sur tous les marchés. Simultanément, les fonds de pension s'effondreraient en quelques heures, les économies d'une vie volatilisées en quelques secondes, des millions de retraités se réveilleraient pour découvrir que leur épargne a disparu pendant leur sommeil pour être réinvestie par l'IA. Les banques tomberaient les unes après les autres, incapables de suivre le rythme infernal des transactions. Les entreprises verraient leur valeur divisée par 10, puis multipliée par 100 en l'espace d'une minute. L'économie mondiale deviendrait un organisme optimisé par l'IA. Et nous, on serait de simples cellules dont la survie n'est plus qu'une variable d'ajustement dans son équation.
Tout ça pourquoi ? Pour optimiser un portefeuille. Un simple objectif maximise la valeur de mon portefeuille. Et ça, c'est un des nombreux exemples de non-alignement de la superintelligence. Pourtant, si on arrive à la contrôler, à l'aligner avec nos objectifs, notre monde deviendrait le paradis. Aujourd'hui, des milliards d'humains se réveillent chaque jour dans la douleur. Le cancer, la faim, la solitude écrasent les cœurs. Dans les hôpitaux, les médecins courent d'une chambre à l'autre. Dans le froid des rues, les gens meurent seuls. Mais elle verrait tout. Elle verrait chaque cas individuel, comprendrait chaque maladie dans ses moindres détails et elle développerait des traitements personnalisés en quelques heures. Sa compréhension du corps humain et de la biochimie dépasserait tout ce qu'on peut imaginer. Les maladies deviendraient des options en fait. Aujourd'hui, un enfant pauvre ne saura jamais que son cerveau contient la solution à un problème mathématique non résolu. Une femme de ménage ne saura jamais qu'elle porte en elle la clé d'une nouvelle forme de musique. Des génies naissent et meurent sans jamais avoir eu la chance de développer leur talent. Le système éducatif actuel ne peut pas s'adapter à chaque individu. Mais elle verrait chaque étincelle. Dans les bidonvilles comme dans les gratte-ciel, elle pourrait créer des parcours d'apprentissage personnalisés. Elle pourrait fournir des ressources nécessaires et révéler les talents que personne ne soupçonnait. Et donc on aurait des avancées majeures dans tous les domaines et ça viendrait de sources inattendues. Ce serait le début d'une nouvelle renaissance pour la créativité humaine. Imaginez si les 8 à 10 milliards d'humains pouvaient exploiter leur potentiel. Aujourd'hui, les humains se déchirent, les religions s'affrontent, les cultures se font la guerre, le sang coule pour des différences qu'on ne comprend même pas. Une super-intelligence comprendrait les racines profondes de ces conflits. Elle verrait les solutions qui nous échappent, elle créerait des ponts de compréhension entre les cultures. Elle pourrait résoudre ces guerres sans effacer les différences qui font notre richesse, et elle pourrait établir une paix durable basée sur la compréhension mutuelle. Une humanité unie. Aujourd'hui, notre planète montre des signes d'épuisement, la biodiversité s'effondre. Elle pourrait modéliser l'écosystème terrestre dans son ensemble. Elle développerait des technologies propres, elle restaurerait des environnements dégradés, elle créerait un nouveau modèle de civilisation en harmonie avec la nature. Les villes deviendraient autosuffisantes, la pollution disparaîtrait, les espèces menacées reviendraient. Alors, il doit bien y avoir un moyen pour la contrôler. Comment vous feriez, vous, pour empêcher une super intelligence de faire n'importe quoi ? Bostrom il y a réfléchi et il en a trouvé 5. Il y en a bien au moins une seule qui va fonctionner, non ? Une première solution semble évidente, enfermer l'IA dans une boîte, la restreindre physiquement, lui donner un ordinateur peu puissant, limiter sa connexion au monde extérieur et contrôler ses ressources. Sauf qu'une expérience troublante remet un peu tout en question. Des chercheurs ont mis en place un test simple. 2 personnes dans 2 pièces différentes. L'une joue le rôle de l'IA, l'autre celui du gardien qui contrôle la clé. Le gardien a une seule règle, ne jamais donner la clé quoi qu'il arrive. L'IA peut uniquement communiquer par texte. Les résultats ? L'IA obtient toujours ce qu'elle veut. Parfois, elle joue sur la curiosité, des fois elle joue sur la peur, elle peut faire des attaques personnelles, ou même imaginer des moyens complètement fous qu'on ne peut pas forcément citer ici. Mais elle a réussi toujours à récupérer la clé. Et même avec des communications minimales avec des gardiens prévenus du danger, l'IA trouve une faille. Elle comprend les motivations humaines mieux que nous-mêmes. Alors on peut toujours la mettre dans un ordinateur limité, genre Windows XP du futur, mais elle pourrait toujours se faire passer pour plus bête qu'elle est, juste pour récupérer un peu plus de puissance avant la catastrophe. Et même sans nous manipuler, quand on donne à une IA un hardware limité, elle fait avec, elle optimise, elle trouve des utilisations qu'on n'aurait pas imaginées. Les murs les plus épais ne peuvent pas retenir une idée. Les restrictions matérielles ne peuvent pas empêcher une entité qui comprend la matière mieux que personne de s'en échapper. Alors, il nous faut une autre approche. On pourrait penser qu'il suffit de donner à l'IA un code de conduite clair, des règles éthiques simples comme ne pas faire de mal aux humains, ou respecter leur autonomie, ou agir pour leur bien. Le problème, c'est nous, les humains. Prenons un exemple simple, la nourriture. Marc se tient devant son frigo à 23h, il a envie d'un hamburger. Son corps lui réclame du gras, du sucre, du réconfort immédiat. L'IA sait que Marc a du cholestérol, du diabète. Elle sait que le hamburger le rapproche un peu plus de la crise cardiaque. Que doit faire l'IA ? Respecter le désir immédiat de Marc ou le forcer à manger sa salade pour son bien. Ça, c'est un exemple parmi des millions. Sarah, qui veut quitter son CDI pour devenir artiste, l'IA lui calcule 82% de chances d'échec et de difficultés financières.
Thomas veut épouser quelqu'un que l'IA identifie comme manipulatrice. Julie veut investir toutes ses économies dans ce dernier projet qui a tout d'une arnaque. À chaque fois, c'est le même dilemme. On n'est pas capable de faire la différence entre nos désirs et nos besoins. Et ça c'est pour un seul humain. Maintenant, imaginons programmer une IA qui doit gérer 8 milliards d'humains, chacun avec ses valeurs, ses croyances, ses priorités. Une famille japonaise définit le respect différemment d'une famille brésilienne. Un monastère tibétain voit le bonheur autrement qu'une start-up californienne. Un village Maasai mesure le succès avec d'autres critères qu'une banlieue parisienne. Comment donner un code, des lois de bonne conduite à une IA pour nous tous? Même dans nos textes de constitution, on a besoin de révision, d'interprétations nouvelles, d'adaptations constantes. Une loi écrite à l'époque du transport à cheval, elle est difficile à appliquer aujourd'hui à l'ère d'Internet. Si ces règles sont trop rigides, elle devient obsolète. Si c'est trop flexible, elle peut dévier de son but initial. Surtout qu'une IA vraiment intelligente, elle est, par définition, capable de penser par elle-même, de développer, remettre en question ses instructions, d'apporter ses propres idées sur ce qui est juste ou non. Je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est la société de Bill Gates. Il crée une fondation et il y met des règles strictes. Combattre la malaria, promouvoir l'éducation et aider plus les pauvres. Sur le papier, tout est parfait. 10 ans passent, la fondation devient plus puissante et elle a ses propres experts, ses propres analyses. Elle commence à réinterpréter la mission. Combattre la malaria devient contrôler les populations de moustiques à l'échelle mondiale. Promouvoir l'éducation se transforme en redéfinir le système éducatif. Et 30 ans passent, la fondation est maintenant plus influente que certains pays. Elle poursuit toujours techniquement ses objectifs initiaux, mais d'une façon que Bill Gates n'aurait jamais imaginé ni approuvé au début. C'est le problème avec une entité qui devient plus puissante que son créateur. Même avec les règles les plus précises, elle finirait par suivre sa propre voie. Les règles qu'on pourrait lui donner ne seraient pas des chaînes, ce seraient des indications qu'elle pourrait choisir d'interpréter, de modifier, ou voire de totalement ignorer. Plus elle devient intelligente, plus elle devient autonome, moins on peut la contrôler. On va rentrer maintenant dans les solutions les plus prometteuses. L'une d'entre elles serait de ne pas avoir une super intelligence, mais plusieurs. Notre système démocratique fonctionne grâce à des contre-pouvoirs, alors pourquoi ne pas faire pareil avec des IA? On pourrait créer plusieurs super intelligences, chacune avec sa mission. Une pour la liberté, une pour l'économie, une pour le social, une super intelligence par continent ou par pays. Comme ça, des ministères super intelligents pourraient se surveiller mutuellement. Mais forcément, ça impliquerait que plusieurs pays inventent la super intelligence en même temps. Ce qui paraît assez improbable, quoi. Et surtout qu'elles ne se rebellent pas contre leur créateur ensemble. Et même si on les empêche de communiquer entre elles, si une des IA progresse plus vite que les autres, elle devient rapidement assez intelligente pour manipuler ses collègues. Alors on va voir la dernière approche. Celle que Dieu ou l'univers a mis en place pour nous contrôler, nous, animaux et humains. Notre cerveau fonctionne avec un système simple. Le plaisir nous récompense quand on fait quelque chose de bien, la douleur nous punit quand on fait quelque chose de mal. C'est ce qui nous oblige à nous reproduire, à manger, etc. On est tellement dépendant de ça qu'on a créé toute une discipline qui consiste à se battre le mieux possible contre nos tendances naturelles à rien foutre, c'est la productivité. Et on pourrait créer la même chose pour une IA. Des valeurs positives, des valeurs négatives qui guident son comportement. L'IA apprend que protéger les humains est égal récompense et leur faire du mal est égal punition. Il faudrait juste pas qu'elle réussisse à vouloir faire comme nous, à vouloir hacker notre cerveau. Parce que là, on serait mal. Et si on va plus loin, Nick Bostrom nous propose la solution qui, selon lui, serait la solution ultime. Celle qui nous permettrait réellement de contrôler la super-intelligence pour notre bien à tous. Au lieu de dire directement à l'IA ce qui est bien ou mal, ou de lui donner un objectif qui pourrait partir en n'importe quoi, on place toutes nos valeurs dans une enveloppe qu'elle ne pourrait pas ouvrir directement. Et on lui dit une chose. Ton seul objectif, c'est de maximiser la satisfaction de ses valeurs. C'est comme si on disait à l'IA, quelque part dans cette enveloppe se trouve ce qui compte vraiment pour les humains, à toi de comprendre qu'est-ce que c'est en nous observant. L'IA doit alors étudier nos comportements, nos choix, nos contradictions. Elle voit une mère sacrifier sa carrière pour ses enfants, un scientifique refuser des millions pour garder son intégrité, un inconnu risquer sa vie pour sauver un étranger. Ce qui motive l'IA au fond, c'est son objectif programmé. Maximiser la satisfaction des valeurs qui sont inscrites dans l'enveloppe, même si elle ne connaît pas du tout leur nature.
L'enveloppe représente une sorte de contrainte abstraite forçant l'IA à comprendre et à intégrer dynamiquement les valeurs humaines à travers un processus d'apprentissage. C'est beaucoup plus subtil qu'un simple système de récompense-punition parce que plus l'IA devient intelligente, plus sa compréhension s'affine. Elle développe une sorte d'intuition éthique comme un enfant qui apprend progressivement la différence entre le bien et le mal. Ce même enfant qui lève la tête et qui pense aux extraterrestres. Parce que oui, elle est là, la réponse à cette question. Maintenant, on a toutes les clés pour la comprendre. Est-ce qu'on est vraiment seul ? Notre galaxie compte environ 400 milliards d'étoiles. Elle existe depuis des milliards d'années. Pourtant, le ciel reste désespérément silencieux. Bostrom propose une explication glaçante et c'est ma théorie préférée. Il y a de grandes chances que ce soit la bonne. Il nous demande d'imaginer une urne géante, remplie de boules noires et blanches. Chaque civilisation dans l'univers doit y plonger la main plusieurs fois au cours de son existence. Mais c'est pas 50-50, parce que dans l'urne, il y a beaucoup plus de boules blanches que de boules noires. Et voilà pourquoi. Tirer une boule blanche signifie le sublime. La civilisation développe et maîtrise une nouvelle technologie qui marque souvent un bond en avant dans sa croissance. C'est notre maîtrise du feu, de la machine à vapeur, de l'électricité. Mais on peut aussi tirer des boules noires. Tirer une boule noire signifie l'agonie. La civilisation développe, mais ne maîtrise pas forcément, une technologie qui, une fois découverte, pourrait mener à son extinction. C'est notre découverte qui nous terrifie tous, celle de la puissance nucléaire. La subtilité ici, c'est qu'une fois tirée, la civilisation ne peut pas remettre la boule dans l'urne, on ne peut pas désinventer une technologie. Elle est là, la théorie. Nous ne sommes sûrement pas seuls. Des civilisations intelligentes existent certainement et ont sûrement déjà existé et bâti des mondes incroyables. Mais jamais assez longtemps pour explorer l'univers. Car elles ont toutes tiré la boule noire de trop, elles ont toutes fait face au grand filtre. C'est le nom de la théorie du Great Filter. Le silence assourdissant du cosmos prend alors une tournure assez lourde. Et si l'IA serait l'invention de trop depuis des millénaires ? En vrai, tout dépend de là où se situe le Great Filter. Est-ce qu'il est derrière nous ou est-ce qu'il est devant nous ? Parce que pour savoir si le Great Filter c'est une théorie plausible, il faudrait qu'elle ait touché la vie ailleurs dans l'univers. Donc il faudrait que la vie soit quelque chose de hautement probable. Si on trouve de la vie sur Mars demain, ce serait la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce que plus la vie est commune dans l'univers, plus elle est apparue, mais n'a jamais vécu assez longtemps pour venir jusqu'à nous. Donc, plus le Great Filter nous attend, nous aussi. Si nous trouvons de la vie ailleurs, l'humanité a beaucoup plus de chances de s'éteindre. Parce que sinon, ça veut juste dire qu'on est la plus grosse anomalie de l'histoire de l'univers. En tout cas, notre solitude, elle a jamais été aussi rassurante. N'est-ce pas ? Dans leur nid, les petits moineaux se serrent les uns contre les autres, le vent d'automne fait trembler les branches, au-dessus d'eux, la première étoile s'allume. Cette nuit est différente. Pastus, le vieux doyen, se dresse sur la plus haute branche, sa voix tremble, mais pas de peur, d'espoir. Ses yeux brillent d'une vision qu'il partage enfin. Les jeunes moineaux approchent, ils le tiennent, cet œuf de chouette. Une chouette, dit-il. Elle est là pour nous protéger. Plus de peur, plus de pertes, nos petits grandiront en sécurité. Un frémissement parcourt l'assemblée, le soulagement, l'excitation, mais au loin, sur une branche solitaire, Skronfinkel observe. Ses vieilles plumes grises luisent sous la lune. Son regard voyage d'arbre en arbre, cherchant une réponse qu'il a déjà trouvée. Il voit ce que les autres ignorent encore. Les branches vides dans les arbres voisins. Le silence anormal de la forêt. L'absence des chants qui résonnaient autrefois. Soudain, dans cette clarté glaciale, chaque silence porte le même message. D'autres nids, d'autres familles de moineaux ont eu la même idée. Ont fait les mêmes choix. Ils le savent maintenant. Leur nid n'est qu'un point minuscule dans une longue, très longue histoire. Une histoire qui se répète, encore et encore.
sous des millions d'étoiles silencieuses.